Bonjour à toutes et à tous. Merci aux participants qui sont déjà nombreux à être connectés. Je suis ravie de vous retrouver. On entame cette rentrée en force avec une webconférence sur l'actualité juridique en matière de marché public. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Camille Roger, responsable de 3 réseaux chez Idéal Connaissances qui sont pilotage financier, juriste public et urbanisme et aménagement. Alors, je fais un petit erratum avant de démarrer cette webconférence parce qu'on avait j'avais annoncé un bonus sur les groupements de commandes publiques. Nous n'en parlerons pas, nous aborderons pas ce sujet-là aujourd'hui parce qu'on a énormément d'actualités juridiques. On va même pas faire 3 mois de mise à jour, mais 6 mois. Donc, on a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. En revanche, on reprévoira une webconférence sur le sujet des groupements de commandes publiques plus tard parce que ça nécessite une formation spécifique sur ce sujet. Alors, je vais tout de suite faire apparaître les intervenants d'aujourd'hui. Alors, hop, non, c'est pas comme ça. C'est la plante. Voilà, et régler correctement la caméra. Voilà, le cabinet Lando est aujourd'hui avec nous. Maître Karamitrou, bonjour. Bonjour. Bonjour, Eric Land, Maître Lando. Bonjour à tous. Merci Bonjour à tous. une nouvelle fois de participer aux webconférences d'Idéal Connaissances. Vous êtes nos experts parmi les plus présents sur nos réseaux. On vous remercie toujours pour l'expertise que vous nous apportez. Et moi, je ne serai pas très longue dans l'introduction, juste pour vous rappeler que vous avez un petit problème de micro. Attendez, on me dit que le micro n'est pas très... Voilà, est-ce que c'est mieux? Je suis désolée si l'introduction était un peu faible. Voilà, c'est mieux. Juste pour vous rappeler qu'en bas de votre écran, vous avez le module de questions-réponses. Vous n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. J'interromprai peut-être nos intervenants. Sinon, je poserai les questions à la fin. On fera un petit échange avec le public en fin de session. Et puis, vous savez que si jamais vous avez un problème technique, vous pouvez appeler notre régie. Les numéros sont affichés sur la plateforme. Et comme d'habitude, la vidéo de cette webconférence sera mise à disposition dans les prochains jours sur la plateforme, ainsi que le support de présentation de nos experts. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous dis excellente webconférence. À tout à l'heure. Allez, je rapproche, je fais une petite manipulation un petit zoom sur nos invités et je vous laisse commencer. Voilà. La parole est à vous. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette vidéoconférence. Je suis donc aux côtés d'Eric Lando et on va vous parler aujourd'hui de 6 mois de jurisprudence environ, enfin des dernières jurisprudences les plus importantes en matière de contrats publics, bien évidemment. Délégation de services publics et marché public, évidemment, concession de services aussi. Voilà, donc on va commencer. Je vais laisser la parole à Eric pour vous présenter la première jurisprudence qui concerne la nature administrative de certains contrats. Alors, si vous avez fait du droit, vous avez tous appris, on a tous appris que on a des contrats qui sont publics parce que la loi le dit, travaux publics par exemple. On a des contrats qui sont publics aussi parce que l'on a soit l'exécution d'un service public, soit des prérogatives de puissance publique qui sont données à l'administration. En l'occurrence, le contrat dont il s'agissait, que notre cabinet a bien connu puisque c'est nous qui avions fait le contrat il y a fort longtemps, nous disait la chose suivante. Nous avions une utilisation de salles de spectacle que, à tort ou à raison, à notre avis à tort, le tribunal de commerce du coin avait, en l'occurrence en Martinique, avait dit être un bail commercial. Ah bon? Ça ressemblait beaucoup à une DSP en fait, mais bon, ok. Et donc, quand il s'est agi de trouver un accord avec l'entreprise et de renouveler, la salle de spectacle de la ville est donnée à une entreprise, sauf qu'il ne s'agissait pas d'en faire une DSP pour des raisons de passation. L'entreprise était là, sur place, et le juge disait qu'elle devait rester sur place. Donc tout l'objet était de dire, ah bon bah du coup on va mettre des clauses qui ne seront pas de service public, parce que sinon DSP, passation, DSP, etc. Mais on va mettre des prérogatives de puissance publique. Sauf que ça fait des années que la doctrine nous dit,
Oh, vous savez, le contrat que droit public, juste parce que j'ai mis des clauses donnant des prérogatives de puissance publique aux co-contractants publics, c'est une catégorie en voie d'extinction, on se demande si ça existe encore. Bonne nouvelle, le tribunal des conflits dans cette affaire nous confirme que si, ça existe. Si je mets des clauses de prérogatives de puissance publique dans une société, dans un contrat pour une société de spectacle, eh ben oui, ça reste bien un contrat public sans pour autant être une DSP s'il n'y a pas d'exécution d'un service public. Après, il se trouve que depuis l'époque où ce contrat a été passé, la notion de concession de service, on va l'évoquer tout à l'heure pour le mobilier urbain, rebattre un peu les cartes justement sur les modes de passation, ainsi que les règles de mise en concurrence sur l'occupation du domaine public, pour lesquelles on attend un certain nombre de textes d'ailleurs. Mais retenons que on a donc en février 2018 le tribunal des conflits. TC, c'est pas tribunal de commerce, hein, c'est bien le tribunal des conflits, le vrai, le seul, l'unique. Et en l'occurrence, c'est la communication préalable des programmes. C'était pas gagné hein, comme clause de progressive puissance publique, mais c'était fait. Mais le fait de laisser à la commune l'organisation de 12 manifestations annuelles, plus de manifestations mensuelles, avec des délais très courts de prévenance, qui, là, pour le coup, signaient, à mon avis, de manière plus nette la prérogative de puissance publique. Donc, si on se résume, non, le contrat public par prérogative de puissance publique n'est pas mort, et donc ça peut permettre de continuer à faire des contrats qui, dans certains cas, seront bien des contrats publics, alors même que on ne sera pas en DSP, ni même dans certains cas en concession de service, même si, encore une fois, ces catégories ont évolué. Autre élément qui est assez proche, en fait, c'est quel type de contrat est aujourd'hui le contrat de mobilier urbain? Le juge nous disait que c'était des marchés publics, oui, mais le droit a évolué, et du coup, la jurisprudence aussi, n'est-ce pas, Evangelia? Oui, alors, avec la prochaine jurisprudence, alors on va évoquer, je pense que vous êtes nombreux à avoir des questions là-dessus. En tout cas, nous, on a beaucoup de clients qui se posent beaucoup de questions sur ce type de contrat, le contrat d'immobilier urbain. Alors, le contrat d'immobilier urbain, on a eu beaucoup de jurisprudence depuis fort longtemps sur la qualification de ce type de contrat. On a passé par les qualifications marché public, occupation du domaine public, pour arriver aujourd'hui à une haute qualification, on va le voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Dans cette affaire, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a publié un avis de publicité. Pour quel type de contrat? Comment c'était l'intitulé? Parce que c'est important. C'est un marché de mise à disposition de mobilier urbain destiné à l'affichage de l'information municipale avec ou sans publicité. Il y avait donc à la fois l'information municipale et bien sûr publicité pour le co-contractant de cette commune. Le Conseil d'État, contrairement au juge de première instance, donc au tribunal administratif de Melun, a qualifié le contrat des concessions de services désormais. Donc désormais, enfin dans ce cas d'espèce, c'est pour ça qu'il faudrait faire attention pour la qualification de vos contrats. Il a rappelé en fait, assez classiquement, tout compte fait, que les critères de distinction entre le contrat de concession et les marchés publics, c'est bien sûr, c'est que tous vous le savez, c'est la rémunération du co-contractant. Il a, pour justifier cette qualification, il s'est fondé bien évidemment à l'article 5 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, donc que tout le monde connaît maintenant, sur le contrat de concession, et a constaté qu'en l'espèce, le contrat ne prévoyait le versement d'aucun prix de la part de la collectivité au prestataire. Le Conseil d'État précise que la société attributaire donc n'est tirée sa rémunération que des résultats de l'exploitation des ouvrages installés. En fait, clairement, elle se faisait payer par la publicité qui faisait sur ce support. Comme toujours d'ailleurs dans les contrats qui antérieurement donnaient lieu à qualification de marché public depuis il y avait des arrêts de 2005. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis il y avait, oui, bien sûr. Et puis il y avait dans le contrat, il n'y avait aucune clause en fait qui prévoyait la prise en charge totale ou partielle par la commune de pertes, éventuelles pertes. Vous voyez comme on peut avoir dans certains types de contrats qui se veulent d'être quand même malgré tout de délégation de service public. Les concessionnaires étaient donc bel et bien exposés aux aléas du marché, à considérer le Conseil d'État de toute nature, et ça vous rappelle cette phrase évidemment de la rédaction de l'ordonnance, pouvant affecter le volume et la valeur de la demande d'espace par les annonceurs publicitaires. C'est-à-dire s'il avait de la publicité, bon bah c'était bien pour lui, il allait gagner sa vie. Si pour autant il n'avait pas de publicité parce que la commune de Saint-Thibault-les-Vignes n'intéressait pas forcément les publicitaires, bah alors dans ces cas-là, il pouvait avoir des pertes. Donc il était soumis aux aléas du marché. Il s'agit donc bel et bien pour le Conseil d'État, en l'espèce, je le dis bien, d'un contrat de concession.
Le Théâtre Melun, pourquoi il avait dit le contraire? Eh ben, c'est intéressant de l'examiner aussi, hein, le juge de première instance qui s'est fait déjuger par le Conseil d'État. Il avait considéré que le co-contractant de la commune s'est trouvé dans une situation de monopole, c'est-à-dire que il y avait que lui qui exploitait l'immobilier urbain qui a fait installer sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, le Théâtre Melun avait considéré que la part du risque transféré n'impliquait pas une réelle exposition aux aléas du marché. Pour rappel, hein, de manière un peu pédagogique, pour qu'on se le rappelle tous bien, les critères de distinction, hein, effectivement, entre un marché public et un contrat de concession, comme je vous le disais, et comme le Conseil d'État l'a répété, résident bien dans la rémunération du contractant. L'existence d'un prix, en fait, s'il y a un prix qui est payé par la collectivité, un prix substantiel, dans ce cas-là, alors nous sommes bien dans le cadre d'un contrat de marché public. Sinon, s'il y a un risque d'exploitation, dans ces cas-là, nous sommes dans le cadre d'un contrat de concession de service public si nous sommes en présence d'un service public ou concession de service dans le cas contraire. Et là, a priori, concession, mais pas DSP, on n'est pas en service public. Ceci dit, il y a fort longtemps, en 99 je crois, le TELA de Châlons avait estimé que si le gestionnaire ne s'occupe que de l'information municipale en la concevant les messages d'information municipale et que la pub n'est que les marginales, alors on pouvait bien être en DSP et ce genre de raisonnement pourrait encore aujourd'hui être tenu. Donc on peut se retrouver avec l'essentiel des contrats de mobilier urbain que autrefois on qualifiait de marché public, qui seront aujourd'hui des concessions de services, mais pas de services publics, pas des DSP. Mais si je n'ai vraiment pas de transfert du risque, bah, peut-être que je pourrais quand même encore avoir certains cas de qualification de marché. Mais si en revanche il y a un vrai service public qui est conçu, exploité, par exemple, quand j'ai un transfert également du mobilier urbain, mais aussi des contenus de l'affichage municipal, mais aussi du journal municipal, comme certains contrats parfois le prévoient, alors, une qualification de DSP pourrait, donc, sous catégorie des concessions, pourrait recommencer à être envisagée. Ce qui justifie vraiment un examen au cas par cas, bien évidemment. De chaque contrat. Donc, faites attention, bien sûr, à ça. Alors, on va aborder quelques jurisprudences maintenant sur la passation de contrats publics, les règles propres, et d'abord les conditions de passation d'une convention provisoire, avec donc la ville de Paris. Dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? La ville de Paris a déjà, dans un premier temps, enfin le Conseil d'État, pour vous faire l'abstracto, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que en fait, aucune convention provisoire n'est nécessaire lorsque la collectivité peut avoir d'autres moyens pour assurer la continuité du service. Alors, du service public. En l'espèce, donc, la ville de Paris avait engagé une procédure en vue de la passation d'une concession des services relative à l'exploitation des mobiliers urbains, encore une fois, d'information à caractère général, avec la publicité, même chose. Il y a la société Somupi qui a été désignée attributaire, et en fait, il y a eu un référé précontractuel classique, le contrat a été annulé. Qu'est-ce qu'elle a fait la ville de Paris? Bah, classiquement, nous aussi, on le conseille à certains de nos clients, dans certains cas, avec certaines conditions qu'on va voir, elle a conclu une convention provisoire en se disant bien, bah, je voulais passer un contrat, ce contrat s'est fait annuler par les juges administratifs, bah, je n'ai pas le choix, pour assurer la continuité de mon service, bah, je vais passer une convention provisoire. Voilà. Avec la question de savoir si je le fais avec le sortant ou l'attributaire. Voilà. Justement, la jurisprudence l'autorisait, mais en général avec le sortant, même si on venait de le dégager. Voilà. Alors, saisi une nouvelle fois donc par deux concurrents de cette société, qui allait être en fait l'attributaire pressenti, mais dont le juge a dit non, a annulé cette convention provisoire. Pour quelle raison? Alors, il est vrai, vous le savez peut-être vous aussi, que le juge a admis à de nombreuses reprises qu'un pouvoir adjudicateur peut conclure une convention provisoire, mais des conventions provisoires, pour la continuité du service public, mais dans des cas extrêmement précis. Quand il y a une urgence. Et l'urgence doit être évidemment extérieure au pouvoir adjudicataire. Évidemment. Quand il y a un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service public. Là, c'est un petit peu ce que la ville de Paris soutenait. Et en tout état de cause, la durée de la convention doit absolument être inférieure à la durée nécessaire pour la passation de votre nouveau contrat. Quand vous êtes comme ici en délégation de service public, comme souvent, alors la passation de service public, des délégations de service public, c'est entre
6 mois quand on est extrêmement performant, mais on va dire 9 mois, entre 9 mois et 12 mois. 12, 13, allez. Voilà. Donc on a le droit de faire ça. Plus si on veut prendre bien le temps de faire bien faire les choses. Bon, mais là, on est dans un cas d'urgence où le juge ne vous laissera pas des délais de confort. C'est ça. Faudrait pas se dire j'ai 18 mois devant moi, tout va bien. Alors, voilà les 3 conditions. En l'espèce, cumulative, bien sûr. Cumulative, bien sûr. Vous avez, t'as bien raison, Eric, de préciser ça. Le Conseil d'État, en l'espèce, donc, a considéré que la ville de Paris ne disposait pas d'un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service public. Et pourquoi? Parce que ce service public, en l'occurrence, pouvait être assuré autrement. Ce qui ne va pas être le cas souvent, par exemple, si vous êtes dans l'eau potable, la distribution de l'eau potable ou de l'assainissement, c'est des cas bien plus particuliers. Pourquoi, en l'occurrence, la ville de Paris pourrait faire autrement? Les juges ont considéré que la ville disposait d'autres moyens de communication, par voie électronique, par format d'affichage, en fait, par les magazines, le bulletin, enfin, le journaux dont la ville de Paris dispose. Donc, elle avait tout un panel de supports pour communiquer. Je l'ai trouvé bien dur, le Conseil d'État, sur ce point. Reconnaissons-le quand même, parce que qu'une des très grandes villes mondiales se prive d'une partie de ses outils de communication, au point que ça fait pas un motif d'intérêt général. C'est vrai. Ils sont gonflés. Mais bon, allez, je te laisse continuer. Mais c'est intéressant quand même d'avoir ça en tête, vous voyez. Je suis d'accord avec toi que si on conseillait en amont la ville de Paris, on lui aurait peut-être dit, allez-y, il y a intérêt général. Voilà. Alors, notation donc maintenant de l'eau technique d'un marché global. Alors, une jurisprudence un petit peu technique, accrochez-vous bien. Alors, donc le Conseil d'État là nous parle de la notation de l'eau technique d'un marché global. En l'espèce, il y avait un marché global qui était divisé en 10 lots techniques. Qu'est-ce qu'elle a fait la collectivité, en l'occurrence le pouvoir adjudicateur? Il a procédé à une notation de chaque lot technique avant de faire la moyenne arithmétique, en fait, de différentes notes obtenues et de calculer une note globale. Le Conseil d'État lui a dit non, c'est pas du tout comme ça qu'il aurait fallu faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une grande disparité de valeurs des différents lots. D'accord? Chaque lot n'était pas équivalent, effectivement. Et c'est pas seulement équivalent, mais il y avait vraiment de très grandes disparités en valeur, d'accord, entre les différents lots, entre 10 lots. Et vous pouvez, vous, les praticiens, bien l'imaginer. Et donc, le Conseil d'État a dit, comme il y a une grande disparité, ça ne permet pas d'identifier l'offre qui est effectivement le plus avantageux. Et ça nous donne le mode d'emploi. Comment il fallait faire dans ce genre de cas? Comment il faut faire? Pour noter les critères prix, on parle que de ça, d'ailleurs, il aurait fallu que le pouvoir adjudicateur applique un coefficient de pondération tiré du rapport entre la valeur de chaque lot, qui est bien disparate alors, et la valeur estimée de l'ensemble de notre marché. Voilà. Parce que avec cette méthode, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, on obtient, si vous voulez, une notation qui tient compte du fait que tous les lots ne sont pas effectivement identiques en valeur arithmétique. Voilà, tout simplement. L'utilisation des critères sociaux maintenant. Alors, bon, vous avez la possibilité de faire des lots sociaux, vous avez la possibilité de faire des critères sociaux, vous avez la possibilité de décider que les attributaires de certains lots, certains marchés seront des personnes répondant à certaines conditions sociales, mais pas au stade de l'offre, mais de la candidature, mais au stade de l'exécution du marché. Mais vous avez aussi donc la possibilité de prévoir que l'offre économiquement le plus avantageuse devra mettre en œuvre des critères comprenant des aspects sociaux environnementaux. Et à ce moment-là, le juge nous dit très bien, mais il faut que ça soit quand même lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution et pas des choses qu'on sort de son chapeau, on se demande d'où ça vient. Donc, il ne s'agit pas de donner des bons points ou des mauvais points d'une manière générale aux entreprises en disant ouais, elle est bien, elle fait des trucs vachement bien. Ah non, l'autre moins bien. Non, il faut qu'il y ait un lien
On vient déjà de loin. Hein. À la base, c'était interdit, puis après, on pouvait prévoir des lots, mais encore une fois, typiquement pour des ateliers protégés, des centres d'aide par le travail, par exemple, qui répondaient à la condition d'exécution du marché. Maintenant que l'on peut commencer à prendre en compte ces critères sociaux dans la structure même de l'appréciation d'une offre, il faut vraiment, dans ces cas-là, que l'on applique ceci quand même à ce qu'est l'objet du marché. Donc, il s'agit le critère de performance, nous dit le Conseil d'État, en matière de responsabilité sociale. D'une manière générale. D'une manière générale. Donc là, on n'est plus dans l'exécution du contrat à proprement parler. Il faut qu'il y ait quand même un lien que le contrat est l'objet du marché. Ouais. Donc tel que défini, en l'occurrence, dans un accord cadre. Ce n'était pas lié, ce n'était pas du tout lié à l'objet du marché. Voilà, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, ça ne peut pas être de dire, ah tiens, elle est bien, elle fait des trucs bien entreprise. Non, il faut que ça soit fait des trucs bien dans le domaine pour lequel j'ai besoin et pour lequel elle va exécuter les besoins. Donc il faut qu'on s'attache aux éléments d'exécution du contrat, tout simplement. Et d'ailleurs, ça s'applique pour tous les critères, bien évidemment. Il faut qu'à chaque fois qu'ils soient liés à l'objet du marché. Ça va dans le bon sens. Hein. On est bien d'accord. C'est du bon sens. Ouais. On est bien d'accord. Alors, une autre jurisprudence maintenant sur les modalités de régularisation d'une offre par les acheteurs publics, dont Eric vous a parlé aussi longuement dans un post d'un autre blog. Alors, c'est une jurisprudence qui a été commentée, qui a été beaucoup commentée parce que vous allez voir, elle est un peu surprenante. En clair, elle est un peu inquiétante. C'est-à-dire que sur les sujets compliqués, ça peut être le moment de prendre des cachets aspirine, là c'est le moment de prendre un Tranxène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là? Il y avait donc un département qui a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché public de travaux, en appel d'offres classique, voilà. Une société candidate, et elle apprend par courrier que son offre avait été rejetée comme irrégulière, assez classique aussi. Mais du coup, elle fait un référé précontractuel avec suspension de l'attribution du lot concerné. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi contre cette ordonnance, alors qu'il était assez ordinaire d'estimer que la régularisation des offres était facultative. C'est ce que de toute façon les textes nous disent, un peu noir sur blanc. La régularisation des offres reste facultative. Eh oui. Bon. Les textes nous disent noir sur blanc. Voilà. Donc le Conseil d'État dit quand même, bien sûr, le pouvoir adjudicateur, ils ont tout à fait la possibilité de régulariser ou pas, conformément au texte, bien évidemment, leur offre. Pas quand on est sur une offre anormalement basse, on n'a pas le droit de régulariser, bien évidemment que ça implique une modification du prix. Hein. Donc vous voyez bien que c'est un élément substantiel de l'offre, donc on n'a pas le droit de le modifier. Mais si on n'est pas dans ce cadre-là, on peut tout à fait. Mais sur l'offre anormalement basse, on peut demander des explications. On va voir aussi tout à l'heure. Voilà. Donc on a une liberté là-dessus de pouvoir adjudicataire. Mais après avoir dit ça, le Conseil d'État, Eric, qu'est-ce qu'il nous a bien dit? Il nous a dit que, l'espèce, ça serait quand même bien, ça aurait été bien que le pouvoir adjudicataire régularise cette offre. Donc là, ils se foutent de notre gueule et ils disent l'inverse du texte. C'est-à-dire que le Conseil d'État nous dit que je peux lever, en dehors des offres anormalement basses, je n'ai pas l'obligation de demander la régularisation, mais je peux me retrouver qu'il y a une annulation si j'aurais dû lever toute ambiguïté sur la teneur de l'offre. Ce qui revient à demander à chaque fois de la régularisation quand il y a un doute sur le point de savoir si c'est régulier ou pas. C'est ça. Voilà. Alors donc là, en l'occurrence, la société avait utilisé le mauvais BPU. Parce que la collectivité en cours de consultation, si ma mémoire est bonne, avait modifié le BPU. Donc du coup, la société n'a pas utilisé le bon. Alors, il y avait quelques modifications. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, tu as raison de dire que on sera quand même pas mal en insécurité à se dire, est-ce que j'ai l'obligation de régulariser ou est-ce que je peux m'en passer? Voilà. Ouais. Ça vaut le coup de garder en tête cette jurisprudence quand même, je trouve. Oui, c'est-à-dire que si j'ai une offre irrégulière parce qu'il manque des pièces, point, je pense que le juge reste sur sa jurisprudence antérieure. Si j'ai des doutes il peut y avoir des éléments d'ambiguïté ou tout simplement c'est irrégulier, mais sous-entendu on peut comprendre c'est des petites choses, des petites choses. Allez, régulariser. Voilà. Franchement, ça conduit à des frontières. Alors vous allez nous trouver flou, mais c'est parce que le juge est flou.
C'est-à-dire que du coup, la frontière entre les cadres régulés ou pas devient impossible à trouver. Donc, en clair, aujourd'hui, si vous ne régularisez pas, vous prenez un risque alors qu'avant, on ne l'aurait pas dit. C'est ça. Il y a une part des risques toujours que vous allez prendre, je suppose. Enfin, je pense, hein, dans ce genre de cas. Gardez ça en tête et puis on pourra en discuter. Alors, bon, on vous a mis que du Conseil d'État, mais maintenant un tribunal administratif, parce qu'on trouvait que c'était important de vous alerter aussi là-dessus, et de le porter à votre connaissance. Voilà. Tu as souligné tout à l'heure que le tas de melon s'est fait bananer par le Conseil d'État, donc tu le ressources sur un truc. Bon, on a plein de décisions ces temps-ci sur les questions de conflit d'intérêt des AMO. Bon, d'abord, rappelons que la manière la plus simple de régler toutes ces questions, c'est de faire appel à des AMO qui ne travaillent que pour les personnes publiques. Ça tombe bien, c'est notre cas. Deuxième chose, on a un grand nombre de cas où, par exemple, dans la DSP, sur la restauration dans la Tour Eiffel, il y a eu un certain nombre de débats, car le juge n'a pas été troublé par des situations de conflit d'intérêts. Il y a un grand nombre d'années, je crois, 8 ans, 10 ans, je sais plus, la Cour de justice de l'Union européenne avait clairement posé que l'on pouvait, voilà, oui, enfin, nous étions tous très jeunes, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit que je peux, par exemple, participer pour une personne publique à la rédaction d'un cahier des charges et ensuite répondre à ce cahier des charges, ce qui franchement n'allait pas de soi en termes de conflit d'intérêts, surtout d'égalité de traitement. Sous-entendu à charge pour l'autorité publique, l'acheteur public, de prévoir du coup une transparence, une transfert d'informations et des durées de réponse suffisantes pour remettre tout le monde les compteurs à zéro. Ce qui était une vision très tolérante quand même des choses. Et puis de temps en temps, sans qu'on ait d'une vraie facilité dans notre métier à fixer une frontière du coup entre ce qui est possible ou pas, mais c'est un sujet que tu connais mieux que moi, Evangelia, on a des cas où le juge dit non, là, stop. Par exemple, employée d'une société d'AMO qui participe à des étapes d'attribution de la DSP ne peut pas être embauchée ensuite par le concessionnaire. Et ça, c'est un cas de conflit d'intérêt. On va penser, selon les cas et selon les titres personnels, article 432.12 ou 432.13, en l'occurrence 432.13 du Code pénal. Mais on va pas penser que ça vicie forcément la passation et la procédure elle-même. Mais on retrouve la même chose en 91 une bonne fois pour toutes, enfin 53, 58 puis 91, le juge administratif a décidé que quand il y avait une infraction de commise en matière de prise égal d'intérêt, ça entraînait l'illégalité des actes de la collectivité pris en l'espèce. Eh bien, l'arrêt de base c'est Société Craco 53. Et donc on retrouve le même raisonnement. Ça va vicier du coup cette situation de conflit d'intérêt qui objectivement n'était pas très contestable. Je participe à des étapes fondamentales d'une DSP, je suis recruté derrière. Le premier réflexe, c'est pas de penser à la légalité de la passation, c'est de penser au pénal. Je vous le disais, l'article 432.13 du Code pénal, en bastillon cet employé, en n'en parlons plus. Sauf que du coup, le ricochet, l'effet secondaire auquel on ne pensait pas, le boomerang, j'arrête la même métaphore, c'est l'annulation de la passation du contrat. Ce qui est un peu injuste, mais ce qui se comprend puisqu'il y a eu bien une altération. Sauf que du coup, on a des jurisprudences qui font que là, en l'occurrence, c'est du côté de l'AMO, la collectivité ne le maîtrisait pas forcément. Bien sûr que non, bien sûr que non. En fait, le juge a considéré que comme cet employé a été recruté très peu de temps après par l'attributeur, alors qu'avant, a priori, il travaillait à la collectivité, c'est vrai qu'il y a eu un soupçon, j'imagine, dans la tête du juge par rapport à l'attribution de ce contrat. Est-ce que le processus d'embauche, en fait, le juge s'est dit, est-ce que le processus n'avait pas commencé auparavant? Vous voyez, voilà. Mais c'était la société d'AMO, donc la collectivité est très bien, la société d'AMO, c'est compliqué. C'est pour ça que je parlais de 432, 413, parce que si c'est un agent, c'est 413. Là, c'est la situation juridiquement plus compliquée. Donc, le plus simple, c'est que ce soit des engagements contractuels. Glissez dans vos contrats d'AMO. Alors, ne glissez pas une clause comme quoi ils peuvent pas répondre parce qu'il y a des risques que cette clause soit illégale. Mais dans la pratique,
ça fait partie des choses qui se disent les yeux dans les yeux. Très souvent, on nous a demandé de participer à des AO où les gens allaient choisir des cabinets d'avocats, et évidemment qu'on n'a jamais répondu à ces appels d'offres. C'est une évidence. Et là, ce TA vous servira à rappeler ce genre d'évidence. Voilà. Alors, maintenant, encore une fois, le sujet de l'offre anormalement basse. On a brièvement parlé tout à l'heure, mais c'était incident. Donc, avec cette jurisprudence, le Conseil d'État rappelle qu'en cas de doute sur l'offre anormalement basse, classique, hein, vous avez l'obligation de solliciter auprès du candidat toutes les informations qui vont vous permettre d'expliquer les prix proposés. Il faut lui poser la question, lui demander pourquoi tu nous as proposé telle offre, explique-nous comment ton prix il est fait, comment votre prix il est fait. Le fait quand même que cette offre vous paraît anormalement basse, vous donne les explications et puis vous vous rendez compte que le coût s'étienne mais que lui il gagne pas d'argent, il n'a pas de marge, il n'a pas de bénéfice sur ça, le Conseil d'État a considéré que ce n'est pas une offre anormalement basse. En tout cas, à lui seul, le fait que le prix proposé ne prend pas en compte a priori un bénéfice ne caractérise pas à lui seul l'existence d'une offre anormalement basse qui peut compromettre la bonne exécution du marché. Ce qui est du bon sens. C'est du bon sens. Oui, tout à fait. Il va y avoir des candidats qui veulent le faire. Souvent, nous, on le voit hein, quand on est à MOA de collectivité. Où on le fait. Où on le fait. Quelquefois, bien sûr, on peut faire de coûts assez bas, mais qui ne font pas perdre de l'argent. Hein, c'est pas des offres normalement basses, mais on a très peu de marge, voire pas de marge. Pas de marge de tout, mais pour exister, pour la référence, pour que le fidéliser un client. Ou tout simplement parce qu'on voit que ça passera pas, mais que c'est des domaines qu'on connaît bien et on a l'espoir, sans qu'on en soit certain, de pouvoir optimiser notre temps. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ça, le pouvoir adjudicataire n'a pas à le prendre en compte, c'est-à-dire n'a pas à juger, n'a pas à se dire mais pourquoi il gagne pas d'argent, pourquoi ils viennent. S'ils s'en sortent tout juste et que ça ne compromet pas l'exécution du marché, le fait qu'ils tirent pas de bénéfices, ça ne le regarde pas grosso modo. Voilà. D'ailleurs, d'une manière générale, hein, en passation, on voit beaucoup de collectivités qui sautent par prudence qui estiment qu'il y a des offres anormalement basses partout, un peu plus souvent que ce qu'il est raisonnable de trouver. Oui. Alors, quelle est l'étendue donc d'information des candidats concernant le sous-critère en cas de DSP? Le Conseil d'État vient de nous dire donc quelle est cette étendue de cette connaissance de sous-critères, en sachant que là, à la date à laquelle le contrat a été conclu, le pouvoir adjudicataire n'était pas tenu, gardez bien ça en tête quand même, d'informer les candidats des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres. Donc, dans cette hypothèse, alors que le pouvoir adjudicataire n'est pas tenu donc de porter à la connaissance des candidats les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres, si il décide de rendre publiques ces modalités et si entre-temps il les modifie, alors il faut bien qu'il porte à la connaissance des candidats tout naturellement et bien évidemment cette modification. Hein, cela va de soi. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espèce? Si vous voulez passer, si vous voulez qu'on l'évoque un petit peu plus dans les détails, dans ce règlement de la consultation, la communauté d'agglomération, en l'espèce, avait indiqué aux candidats les 3 critères qui seraient utilisés pour analyser les offres et leurs éléments d'appréciation. Et également, elle avait mentionné que ces critères seraient pondérés. Elle n'avait en aucun cas indiqué quelle serait la pondération retenue. Hein. Elle n'avait pas dit. Donc, le Conseil d'État a considéré que n'ayant pas informé les candidats des modalités d'appréciation de ces critères, la communauté d'agglo, Riviera Française en l'occurrence, n'était pas tenue de les informer de leur éventuelle modification. Cela va dans le bon sens. Tout en se souvenant évidemment que si par contre j'ai un critère qui est énorme et une jurisprudence qui concernait Toulouse, il y avait sur du mobilier urbain ou Sanisette ou je ne sais plus quoi, qui avait un critère esthétique à 60%, le juge dit par contre si je fais un gros critère, évidemment, je dois indiquer les sous-critères et des éléments de pondération ou d'appréciation. Et ça demeure en vigueur, c'est-à-dire que
Donc, si je donne le mode d'emploi précis, il faut que j'indique s'il a changé. Sinon, je ne suis pas obligé de donner le mode d'emploi précis. Mais si j'ai des critères qui sont énormes et flous, il faut quand même que je donne suffisamment d'éléments pour que les gens puissent faire leur offre. De toute façon, notre recommandation, aujourd'hui, vous avez l'obligation de hiérarchiser les critères en DSP, mais notre préconisation, c'est, je sais que quelquefois ça embête beaucoup les techniciens, c'est vraiment de les pondérer parce que c'est la seule chose d'avoir un rapport d'analyse des offres carré et rationnel, et évidemment de porter à la connaissance des candidats cette appréciation, parce que ça leur, si vous voulez, moi je trouve que ça vous sert aussi, vous, le pouvoir adjudicateur, parce que ça vous permet d'avoir des offres en adéquation avec ce qui vous intéresse le plus. Et en fait, la photographie de vos critères avec la pondération à côté, c'est leur donner des messages, leur dire voilà ce qui m'intéresse, voilà comment je vais juger mes offres, voilà comment je vais vous juger. Donnez-moi des offres en adéquation avec cette. Et ça réduit les frustrations des soumissionnaires et donc leur envie d'aller au contentieux. Bien sûr. On parle bien de DSP, on parle bien de concession au sens large. Là, on n'est pas en droit des marchés. Hein. Voilà, tout à fait. Ou là, vous avez l'obligation, effectivement. Là, il y a l'obligation de. On est bien en DSP, voilà. Et en l'espèce, on était avant ces obligations dont on vient de parler. Alors, modalité donc maintenant des communications des éléments d'appréciation des sous-critères. Ce n'est ni les critères, ni les sous-critères, c'est des éléments d'appréciation des sous-critères. Dans quelle mesure et selon quelle modalité on a l'obligation de les porter à la connaissance des candidats. Le Conseil d'État vient de rappeler dans cet arrêt le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats d'un sous-critère seulement s'il est susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres. Voilà. En principe, donc, l'acheteur doit annoncer au candidat les critères d'attribution de son marché et il doit porter à la connaissance des candidats la pondération des critères, mais aussi des sous-critères, dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de leur pondération, peuvent influencer la présentation des offres de la part des candidats, ainsi que la rédaction de ces offres. C'est tout à fait logique, ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. En l'espèce, les critères techniques étaient subdivisés en 5 sous-critères, et il y avait un sous-critère qu'on appelait SE2, qui s'appelait présentation de la solution, qui lui-même était subdivisé en 2 sous-éléments, on va dire, qui étaient ceux-là, les sous-éléments étaient pondérés à l'identique. Donc, on avait des critères, on avait 5 sous-critères, et parmi ces 5 sous-critères, on avait un des 5 qui était subdivisé en 2 éléments, mais qui était noté exactement de la même manière. Voilà, pondéré à l'identique. Donc, le Conseil d'État considère donc que la pondération identique de ces 2 éléments démontre bien qu'il y a au total absence d'influence sur la présentation des offres. C'est jugé exactement de la même manière. Donc, il n'y a pas besoin, selon le Conseil d'État, qu'on porte à la connaissance des candidats ces éléments d'appréciation de sous-critères lorsque ces sous-critères sont, enfin, ces éléments sont pondérés à l'identique. Voilà. Alors, maintenant, le contentieux de la passation. Allons-y sur le grand sujet de l'allotissement. Le Conseil d'État, donc, avec cette jurisprudence sur l'allotissement, nous confirme en fait que nous parle du contrôle exercé par le juge administratif, nous dit quel est le contrôle que le juge administratif peut faire sur votre obligation d'allotir et sur votre obligation d'allotir de telle ou telle manière. Hein, voilà, en continuité avec les jurisprudences antérieures au Code des marchés publics qui est désormais abrogé. Alors, à la base, ainsi que vous le savez, vous avez une marge d'appréciation avec les juges qui va venir regarder si ce que vous avez fait c'est bien, avec un contrôle normal donc du juge, si vous décidez d'allotir ou pas. Donc votre décision d'allotir ou pas un marché public subit en quelque sorte un contrôle normal de la part du juge, pas un contrôle restreint, mais un contrôle normal. Le juge va venir voir, va examiner bien, va vous dire est-ce que vous avez bien fait d'allotir ou surtout de ne pas allotir. Voilà. Bien sûr, vous avez quelques justifications. Hein. Vous savez, je ne fais que citer les textes de l'ordonnance qui vous dit
Vous pouvez ne pas lotir si jamais vous considérez que vous ne pouvez pas assurer en interne les missions d'OPC, c'est-à-dire d'organisation de pilotage et de coordination. Si la dévolution l'eau séparée est de nature à restreindre la concurrence, c'est-à-dire que c'est rare quand même, enfin, je ne sais pas trop dans quel cas ça pourrait se passer, mais voilà. Ou si jamais il y a un risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Alors, financièrement plus coûteuse, il faudrait que ça soit des manières substantielles. Hein. Il y a pas mal de jurisprudence là-dessus. C'est pas 2% par exemple. Il y a une jurisprudence qui dit 2%, c'est-à-dire que si vous gagnez 2% et vous n'allotissez pas, c'est pas assez important pour le juge, c'est pas suffisant. Le grand truc, c'est par exemple pour des travaux en milieu rural, quand on est loin des centres des entreprises, et que l'allotissement va conduire à beaucoup plus d'allers-retours d'équipes qui sinon auraient fait les travaux en même temps, ce genre de choses. Mais c'est à mener avec précaution, quoi. Voilà. Dans ces cas-là, le juge, Eric, va faire un contrôle normal, c'est-à-dire qu'il va bien regarder est-ce que les choses sont bien faites ou pas. Hein, voilà. En l'occurrence, lorsque le marché, et c'était l'essence de la jurisprudence, lorsque le marché est bien alloti, là il était alloti de manière géographique, le juge ne peut contrôler la définition du nombre de lots et de leur consistance, c'est-à-dire que là vous avez encore plus de liberté. Le juge va examiner juste si vous avez fait une erreur grossière. Hein, voilà. C'est pas un contrôle normal, mais c'est un contrôle restreint de la part du juge. Voilà. Alors, autre jurisprudence sur la passation, on apprend, mais on le savait quand même un petit peu, mais vous allez voir que c'est un cas un peu particulier, que l'avis d'appel public à la concurrence n'est pas un acte que vous pouvez en soi attaquer. Bon, vous allez me dire, maître, je le savais, merci beaucoup pour cette information très importante, mais quand même. Alors, c'est un petit peu particulier, pourquoi je vous le dis, c'est une jurisprudence qui a quand même a été commentée pas mal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le cadre d'une délégation de service public passée par un ministère, d'accord? Et le Conseil d'État vous fait toute une lecture en fait assez intéressante des DSP de l'État et des collectivités territoriales. Vous le savez que les collectivités territoriales ont l'obligation, de par le Code général des collectivités territoriales, le 1414-1, de passer avant toute publication de l'avis d'appel public à la concurrence, avant toute publication, de faire une délibération sur le principe de recours à la délégation de service public. Dans ce cas-là, cet acte-là est obligatoire pour les collectivités, mais il n'est pas obligatoire pour l'État. L'État n'a pas l'obligation de le faire, d'accord? Donc, il commence tout de suite par publier l'avis, sans prendre cette délibération. Naturellement, la délibération de collectivité est attaquable. Donc, je pense qu'ici, les requérants se sont dit, comme dans le cadre d'un ministère, je n'ai pas cette délibération que je peux attaquer. Or, moi, je veux contester le principe de recours à cette DSP. Est-ce que pour le coup, je peux attaquer l'avis d'appel public à la concurrence qui, dans leur tête, faisait quelque part, je pense, office de cette... Enfin, avec l'avis d'appel public, on lançait la DSP. Donc, du coup, voilà, ça faisait office de ça. Mais le juge considère que non, c'est pas possible. Cet avis, c'est juste une mesure préparatoire. Et elle n'est pas susceptible d'être déférée devant le juge, d'excès de pouvoir. Mais il vous dit quand même, il conclut en vous donnant le mode d'emploi quand même jusqu'au bout, le principe du recours à cette DSP pour l'État peut faire l'objet d'un recours en contestation de la validité du contrat, Tarn-et-Garonne, recours connu désormais à tout le monde. Donc c'est à la fin que vous pourrez l'attaquer, vous pourrez à la fin attaquer le contrat et par là même, le principe même d'avoir recours à une DSP. Voilà. Alors, maintenant, Eric va nous évoquer le recours des tiers contre des clauses contractuelles d'un contrat en excès de pouvoir. Le contentieux contractuel a connu des bouleversements encore cette année. Enfin, des bouleversements, je ne sais pas si on peut parler de bouleversements, en tout cas... La fin du typhon de 2014. C'est ça. Et c'est justement annoncé à l'instant par Evangelia par la référence à l'arrêt Tarn-et-Garonne. Alors... quand un tiers veut attaquer un contrat de 1905 à 2014, il ne pouvait pas attaquer le contrat. Contrat, pas son boulot. Sauf si ce tiers, c'est un préfet,
Sinon, on attaquait la délibération, on attaquait effectivement la décision de signer le contrat. Ça entraînait ou pas par ricochet à terme l'annulation de la du contrat, mais pas forcément. C'était les jurisprudences 94, Époux Lopez, l'arrêt Bambi-Mimosat, etc. Et puis il y a eu ce fameux arrêt Tarn-et-Garonne qui nous dit si j'ai un tiers qui est suffisamment lésé, et on y ajoute le préfet et les membres des assemblées délibérantes, qui eux ont toujours intérêt à agir, ils peuvent attaquer directement le contrat devant le juge. Ah bon? Et a priori pas la délibération, sauf qu'après le juge est venu dire si de temps en temps on peut attaquer la délibération. D'accord? Donc, j'ai le contrat. Si je suis par exemple la tributaire, je peux faire un référé précontractuel, bien sûr, mais les tiers, a priori, ne peuvent pas attaquer le contrat, la délibération. Maintenant, ça sera le contrat lui-même, sous réserve d'un intérêt. Et par contre, les délibérations postérieures à l'arrêt Tarn-et-Garonne, elles peuvent être attaquées pour leur vice propre, mais pour leur vice propre seulement, sans entraîner forcément l'annulation du contrat. Et ceci préserve notamment des recours préfectoraux ou des membres des assemblées délibérantes. Ça, c'est le cadre de base. Déjà, c'est pas mal compliqué quand même. Mais il se trouve en même temps que ceci est à combiner avec le fait que les contrats dont nous parlons peuvent se retrouver quand même, ça c'est l'arrêt Kézélé qui est maintenant ancien, avec des clauses réglementaires. C'est-à-dire que le juge a toujours dit un contrat, c'est un contrat, mais enfin de ce contrat peuvent se cacher des actes unilatéraux, se cacher des actes réglementaires. Le grand classique, c'est que vous attribuez une DSP, très bien, mais le règlement de service et le tarif, c'est vous qui l'adoptez, vous, collectivité publique, par un acte individuel. Si vous êtes assisté par des bons avocats, vous aurez bien une délib à part qui fixe le règlement de service et le tarif, quand bien même ceci serait rappelé dans le contrat. Mais si ça se cache dans le contrat, que c'est été ou pas dans une délib à part, ça veut dire qu'il y a bien quelque part, par exemple le règlement de service, c'est des clauses réglementaires, elles vont s'appliquer à plein de cas à venir, qui sont néanmoins en général annexées au contrat. Donc que faire? Que faire? Surtout que maintenant on peut attaquer directement le contrat, mais dans des cas particuliers et avec des contraintes particulières, le tiers laissé suffisamment lésé et des délais bien sûr. Eh bien, le juge nous fait un package de tout ça en combinant ceci de manière logique et qui en réalité achève de rendre l'ensemble cohérent. Je peux attaquer le contrat, mais si je suis un tiers lésé, et automatiquement le préfet des assemblées délibérantes, dans les délais, du coup j'attaque pas la délib sauf sur ce vice propre, mais si dans le contrat j'ai des clauses réglementaires, je pourrais les attaquer à part, ou je pourrais en demander l'abrogation pour le futur, notamment si entre-temps celles-ci sont devenues illégales, voire même qu'elles étaient illégales initialement. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien que j'ai la possibilité de faire un recours spécifique contre ces clauses réglementaires. Et ben, c'est ça qui vient de nous apparaître. Alors, j'ai pris un peu un détour pour vous rappeler le cas général, parce que ce cadre est assez compliqué. Donc, si maintenant on décortique, donc le recours des tiers de contrat, très bien, on l'a évoqué. J'avais l'arrêt Kézélé qui me permettait de faire un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires. D'une certaine manière, dans cet arrêt, le juge nous dit que Kézélé existe encore. C'est-à-dire, je peux encore aujourd'hui faire un recours pour excès de pouvoir contre les clauses contractuelles du contrat. Kézélé 96 existe encore. Nonobstant le fait que le recours contre le contrat, lui, a été bouleversé. Et c'est logique puisque d'une certaine manière, c'est admettre que je puisse faire un recours contre un acte individuel ou réglementaire, mais un acte unilatéral, pardon, voulais-je dire, qui s'est caché dans le contrat. Et ça, bah, si j'ai un acte unilatéral qui s'est caché dans le contrat, je peux continuer à faire le recours normal contre un acte unilatéral. Et donc, en l'occurrence, une décision Kézélé, notamment par exemple pour un règlement de service qui serait devenu illégal parce qu'on a telle ou telle nouvelle règle, notamment dans le droit à la consommation, qui s'applique pour un certain nombre de services publics, comme vous le savez, ce qui est un grand classique. Voilà.
S'agissant des clauses réglementaires qui portent atteinte à certaines directives d'intérêt, on retrouve donc les critères de recevabilité que l'on avait dans Tarn-et-Garonne ou dans Smir Jeunesse. Et du coup, on a La combinaison une combinaison de tout ceci qui se refait, et c'est logique. Donc le droit contractuel, j'attaque les contrats en direct, du coup attaquer la délib, ça sert plus à grand chose, mais parfois je peux le faire. Mais quand j'ai des actes unilatéraux dans le contrat, je continue à pouvoir les attaquer. C'est cohérent. Voilà. C'est cohérent. Si tout ceci vous paraît compliqué, dites-vous bien que c'était encore pire avant ces jurisprudences, notamment avant Tarn-et-Garonne. Je sais pas. Oh, les cas où vous obteniez l'annulation des actes détachables et pas forcément l'annulation du contrat derrière, après avoir fait un référé avec des injonctions, hein, voilà. Et hop. Alors que moi qui fêtais déjà ma 50e année de barreau, mais à toi. Alors, on va passer donc du coup sur les règles propres à l'exécution maintenant du contrat. Voilà, on arrive vers la fin. J'espère qu'on n'a pas épuisé votre patience, n'est-ce pas? Et on va donc voir les modalités de modification d'un contrat avec une jurisprudence que vous avez peut-être pu voir en vidéo sur notre blog avec Idéal Connaissance, je pense aussi. Voilà. Alors, qui date de mars dernier. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit le Conseil d'État dans cet arrêt? Il réaffirme tout simplement un principe jurisprudentiel. On pensait au départ que c'était vraiment révolutionnaire, mais pas du tout. Il nous dit bien que, évidemment, on ne peut pas apporter des modifications substantielles à un contrat de concession. Ni à n'importe quel autre contrat d'ailleurs, notamment par avenant, si jamais, bien sûr, ces modifications substantielles auraient pour effet de modifier l'équilibre économique du contrat. Alors, il nous explique aussi qu'est-ce que c'est qu'une modification substantielle. Alors, une modification est substantielle en reprenant quand même un petit peu des choses qu'on retrouve dans les nouveaux textes, l'ordonnance concession, l'ordonnance marché public et leur décret d'application. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une modification substantielle? Alors, une modification, elle est substantielle dans le cas où elle introduit des conditions qui auraient fait qu'on aurait pu admettre d'autres candidats ou qu'on aurait pu retenir une autre offre. Bon, je vous l'accorde, c'est bien abstrait, mais il faut être très prudent là-dessus. Aussi, avec une modification substantielle, on aura, une modification substantielle quand on fera modifier l'objet de la délégation et quand on fera évoluer de manière substantielle l'équilibre économique du contrat. Dans quel cas? Lorsqu'on va modifier par exemple la durée, dans certains cas, les investissements qu'on met à la charge de notre délégataire, ou lorsqu'on modifie les tarifs. Et là, dans le cas d'espèce, ces derniers éléments qui étaient concernés, les tarifs, donc ils ont passé un avenant, grosso modo, je vous dis, pour augmenter le tarif d'un tiers, augmentation de plus d'un tiers des recettes pour le délégataire. Donc là, le contrat a été fait, l'avenant a été fait attaquer, et bien sûr, le juge l'a considéré comme illégal. Donc, on n'apprend rien de très significatif. Si ce n'est que c'est postérieur au nouveau texte. Voilà, c'est postérieur au nouveau texte, mais en l'occurrence, cet avenant, il était passé, je crois, le 3 avril, donc c'était quelques jours antérieurs à l'entrée en vigueur de nouveau texte. Donc le nouveau texte ne s'appliquait pas, ne les a pas appliqués le Conseil d'État, mais on voit bien dans la construction de son arrêt que si, quand même, mais il les a pris en compte. Le Conseil d'État s'est calé en fait sur les nouveaux textes, quand bien même ceux-ci n'étaient pas applicables. Voilà. Et on retrouve les formules, parce qu'en fait, rien de neuf, si vous voulez. L'objet détachable, ça vise notamment les extensions techniques ou géographiques sur des objets détachables. Le bouleversement du général contrat en marché comme en DSP, que l'on avait l'habitude de dire plus ou moins 15%, ça n'a jamais été un seuil de 15%. Jamais. Ça n'a jamais été aussi simple que ça. Mais ça servait de base de référence. C'est ça. On avait des formulations différentes qui reviennent à la même chose. Ouais, là, et là, le juge nous dit la même chose. Voilà. Oui, on était certain que ça passait pas. Je sais pas qui a aidé à la passer de ce contrat, mais il était d'un grand optimisme. Mais ils ont tenté le coup, c'est un avenant. Donc oui, voilà. Non, ça marche pas. Ouais, ça va pas se voir, voilà. Ouais. Mais ce qui est frappant, c'est ça, c'est que en fait, ils nous donnent les mêmes recettes qu'autrefois, mais avec les nouvelles formulations, les nouveaux textes, et du coup des concepts un peu différents quand même, dont il faut mesurer les différences sur certains aspects. Donc nous sommes sans doute pas la même qu'autrefois, par exemple. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà.
Alors, la fin du contrat maintenant. Deux jurisprudences juste sur la fin du contrat. Alors, la non-reconduction d'un contrat, nous dit le Conseil d'État, n'est pas susceptible d'un recours pour reprise des relations contractuelles. Non, c'est bien de le savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Ça va un peu de soi, mais bon. Oui, bien sûr, mais c'est bien de. Moi, je dis, c'est toujours bien de l'avoir vu écrit par le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous précise donc que le recours en reprise des relations contractuelles Béziers 2, que tout le monde connaît, ne s'applique qu'en cas d'interruption du contrat, voire résiliation en fait, et non pas en cas de non-renouvellement. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La société Orange avait conclu là, en l'occurrence, une convention d'occupation du domaine public pour installer ses antennes, j'imagine, etc., avec la commune de Lorient. Et cette convention prévoyait donc une reconduction tous les 2 ans, avec la possibilité pour chacun des co-contractants de dénoncer, en fait, effectivement, c'est normal, on est sur le domaine public en même temps, c'est tout à fait normal. La commune a exercé cette possibilité, elle a dit stop maintenant, et la société Orange, non contente de cette non-reconduction, a fait un recours en reprise des relations contractuelles telles qu'on le connaît avec Béziers 2. Le Conseil d'État nous dit qu'en l'espèce, la convention est arrivée à son terme. En fait, si vous voulez, il y avait à chaque fois une possibilité de reconduire ou pas le contrat. Et là, la ville a décidé de ne pas le reconduire. Donc, le contrat est arrivé à son terme. Donc, cette décision de non-reconduction bien indiquée, bien identifiée dans le contrat, ne peut pas être contestée via un recours de reprise de relations contractuelles. Elle est conçue, elle est assimilée par le Conseil d'État, et c'est bien ainsi, comme n'importe quelle autre mesure d'exécution du contrat. Et quand on veut contester une mesure d'exécution d'un contrat, et ma foi, ce qu'on fait, c'est que on peut demander l'indemnisation d'un préjudice si on considère, bien évidemment, que ce n'est pas légal ce que l'administration a fait, mais on ne peut pas demander la reprise des relations contractuelles. Voilà. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après le mariage, c'est plus le mariage. Et voilà, c'était tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup de choses et merci bravo pour ceux qui ont tenu le coup. Voilà, jusqu'au bout. Je me remets le micro vers moi, je me permets. Un grand merci pour tous ces éclaircissements. Alors, je me permets de redire, comme je disais au début, qu'on ne va pas faire de focus, comme je l'avais annoncé au départ, et mille excuses pour cela, sur le regroupement de commandes publiques. Mais vous voyez, c'est pour la bonne cause. Là, on avait vraiment énormément de choses. Il y avait un florilège de jurisprudence à présenter. Parce que vous êtes déjà saturé. On va s'arrêter là pour cette fois. Mais c'est vrai que, et merci d'être remonté bien au-delà des 3 ou 6 mois. Vous avez vraiment couvert toute l'année 2018 avec ces jurisprudences. On va revenir. J'ai quelques questions qui sont arrivées en cours de route, donc je vais vous les poser. Mais je vous annonce que sur les regroupements de commandes publiques, on fera un point, on fera pas juste un petit focus à la fin d'une webconférence, on fera une webconférence. Oui, on annoncera, ça vaut le coup. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire aussi, et on vous l'annoncera très très prochainement. Alors, pour ce qui est des questions, j'ai 3-4 questions à vous soumettre. Je vais même vous les faire passer, comme ça vous pourrez les voir. Madame Morel nous dit, bonjour, en matière d'environnement, entretien d'espace vert, etc., est-ce possible de restreindre l'attribution de marché à des entreprises de travail adaptées au lieu d'entreprises classiques? Oui, bien sûr, il y a le cas de marché réservé, donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. La seule chose, c'est voilà, si une entreprise répond et qu'elle n'est pas, par exemple, une entreprise de travail adapté, vous ne la jetterez pas si elle dit je ne suis pas aujourd'hui de travail adapté, mais au moment de l'exécution, j'aurai réuni les conditions. Et c'est la seule bémol que je voulais apporter. Et ça existe depuis 2006, je crois, c'était article 14F. Monsieur Yvar nous dit bonjour. Pour l'analyse des OAB, considérez-vous qu'un acheteur puisse éliminer une offre qui propose quelques prix anormalement bas dans un BPU, mais substantiel dans les quantités estimatives, sans que pour autant le total de la commande indicative, type ou du détail quantitatif soit anormalement bas? CF décision surprenante du TA de Marseille en 2017 qui a considéré que seul le total devait fonder une élimination.
Ouais, en fait, si je comprends bien, il y avait quelques prix dans le BPU qui étaient considérés comme des prix anormalement bas et non pas la totalité des prix. C'est ça, en fait. C'est ce que je comprends. En fait, tout dépend du cas d'espèce. Hein. Je ne sais pas comment le marché a été construit en l'occurrence. C'est vrai que ça peut paraître surprenant si la collectivité fait des commandes sur certains seulement prix du BPU, c'est-à-dire que on peut se dire si lors de l'exécution du marché, il y a que ces prix-là anormalement bas qui sont finalement appliqués. Alors pour moi, il est vrai que c'est surprenant ces jugements ou ordonnances du théâtre de Marseille, parce que dans ce cas-là, la collectivité se retrouve avec une exécution et la société aussi surtout avec une exécution du marché seulement sur des prix anormalement bas. Donc ça peut poser problème. Après, si la collectivité lors de l'exécution, je pense que c'est ça que le juge a pris en compte, exécute, enfin passe des commandes pour la totalité ou la quasi-totalité des prix du BPU, c'est vrai que la société peut se retrouver parce qu'il y a quelques prix qui sont anormalement bas, les autres non. Donc globalement, quand on juge globalement les choses, c'est vrai que finalement l'offre elle n'est pas anormalement basse. Donc et ça dépend aussi, ça il faudrait qu'on voit par rapport aux critères que la collectivité a indiqués dans le marché en cause. Hein. Parce que quelquefois les critères lui permettent de dire ah ben non regardez l'offre est anormalement basse ou elle ne l'est pas. Donc la construction et l'architecture du marché ça serait intéressant de la voir pour qu'on puisse vous donner un avis plus concret là-dessus. Et la dernière, que je vous ai copiée 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Pour les marchés publics, peut-on passer un avenant qui vient modifier les prix du BPU à la baisse? Oui, bien sûr, toujours dans les limites aujourd'hui des textes, hein, donc des articles de l'ordonnance et du décret. Vous allez voir, c'est un article qui est, comment dire, indigeste, on va dire ça comme ça. Très très précis. Donc c'est dans ce cadre-là. Ça dépend après si votre marché il est ancien, il est passé avant ce texte-là ou après. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'une baisse, a priori, pose moins de problèmes. Mais bon, ça modifie l'équilibre du contrat. Si je n'ai pas modifié, si je ne modifie pas à cette occasion-là, les conditions d'exécution au point que ça revient à bouleverser les conditions générales du contrat. Mais sinon, a priori, le principe c'est oui, puisque je ne franchis pas un seuil, que je ne bouleverse pas comme ça. Par définition, je suis pas sur un objet étranger distinct de l'objet initial. Donc a priori, on est bon. C'est évident que je vais essayer d'accepter. Maintenant. Du moment que le co-contractant l'accepte aussi, bien sûr. C'est tout l'enjeu. C'est pas unilatéral, là, voilà, c'est tout l'enjeu. Voilà, donc a priori, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ouais. Non, le problème, c'est souvent on dit il est bon mon avenant, c'est juste des baisses des prix. Et une fois sur deux, on regarde et oui, mais on change le contenu de ce qu'il y a à faire. En général, c'est pour ça qu'on hésite à répondre totalement. C'est ça. Alors, moi pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, mais je vais quand même laisser 2-3 minutes à nos participants pour qu'ils les posent. Si jamais vous voulez qu'on revienne sur un cas de jurisprudence, qu'on approfondisse un peu, qu'on redonne un exemple, vous n'hésitez pas, je vous donne quelques secondes. Moi d'abord, je vous remercie très chaleureusement parce que avec vous, les arrêts du Conseil d'État prennent vie et c'est assez rare pour être souligné. Merci de le rendre aussi accessible, de vulgariser et de donner autant d'exemples. Tu vas faire ça tous les 6 mois. Eh bien, je vous attends. Aucun problème. Et puis, oui, c'est comme me le dit ma régie, c'était super. Vous voyez. Merci la régie. Je vais rester sur ces mots de conclusion. Juste le temps que peut-être une ou deux questions nous arrivent. Moi, je vous donne rendez-vous d'ailleurs, et l'équipe sera complétée la semaine prochaine par un confrère, si je me trompe pas. Nous aurons une webconférence vendredi matin à 10h30, si ma mémoire est bonne, toujours sur les marchés publics, mais RGPD Open Data, quels impacts sur les marchés publics. On prépare ça. on se prépare et on vous retrouvera donc vendredi prochain. Je vais, comme d'habitude, publier cette webconférence en VOD sur la plateforme. Vous pourrez donc la revoir. Le support de présentation, ce sera très utile parce qu'il y a beaucoup de détails, d'arrêts à revoir et à lire à tête reposée. C'est pareil, il sera sur la plateforme. Moi, à présent, je vérifie juste qu'aucune question. Si, j'ai une question. Vous voyez ?
Alors, c'était nécessaire. Alors, je la découvre en même temps que vous. Nous avons une question sur les groupements de commandes. Ah, on anticipe un petit peu. Un membre qui s'est retiré d'un groupement de commandes en cours d'exécution du marché peut-il lancer un nouveau marché public portant sur le même objet? bien sûr, s'il est bien retiré de la convention du groupement de commande, il retrouve sa liberté, donc bien évidemment, il peut faire ce qu'il veut, hein, bon, sans aucun souci. Voilà, comme ça on a un petit peu anticipé la prochaine webconférence. Avec plaisir. Je Venez quand même nous écouter hein, quand on fera la conférence. Il y a sans doute plein d'autres sujets. Oui, voilà. Vous allez voir, il y a des subtilités qui ne sont pas indiquées dans le texte, qui font l'objet des réponses ministérielles, même sur ces sujets-là. Donc c'est passionnant. Et puis on devait traiter surtout notamment des groupements de commandes avec les secteurs privés. Oui. Et là on a beaucoup de petits éléments pratico-pratiques à donner. D'accord. Allez, je déflore. Si par exemple vous commandez, exemple très rural, je fais des commandes groupées de fuel à plusieurs communes, mais aussi avec des particuliers. On a vu très souvent du coup, la non prise en compte du fait que dans ce cas, ça devient des très gros camions de fuel qui passent pas dans tous les hameaux et toutes les petites rues. Oui. Et deux, que vous n'aurez pas de baisse ou très peu de prix, sauf si vous acceptez des livraisons à jour fixe. Parce que ce qui coûte cher, et plus vous êtes dans le monde rural, loin, plus c'est ça qui va coûter. C'est mètres cubes, enfin c'est beaucoup la livraison elle-même. Ouais. Et ça veut dire que du coup, vous allez avoir votre livraison qui va être à jour fixe, et les gens, au lieu de demander le remplissage de leur cube le jour où ils en ont besoin, ça devient tous les 15 j'ai une livraison, j'ai besoin de combien de mètres cubes aujourd'hui. Ça change complètement en fait l'organisation. Mais derrière, si vous entrez dans ces conditions-là, là vous avez des vraies baisses. Et dès que vous avez des livraisons ou des travaux avec des déplacements d'agents d'entreprise, vous aurez ce genre de paramètres à prendre en compte. Le poids, le portage du poids du montage du groupement, notamment quand il y a des particuliers sur le recensement des besoins, nécessite des organisations militaires très différentes du groupement que vous connaissez entre trois collectivités qui se connaissent bien et qui ont des acheteurs publics qui se connaissent bien, qui se téléphonent et qui vous font ça très vite. Et inversement, quand on fait des organisations militaires, il y en a qui essaient de faire ça de manière tellement administrative que le recensement des besoins était demandé dans la page 15 du PV de la réunion précédente, que personne n'a lu et ils sont surpris que personne n'a répondu. Donc ça veut dire que quand on commence à entrer, notamment quand il y a les privés ou beaucoup de communes, notamment en rural, on est obligé d'entrer en fait dans du fonctionnement aussi de conseils administratifs et organisationnels passionnants, sinon c'est juste piégeux. Bah, merci pour ce teaser. C'est un teaser. Et puis à très bientôt pour développer ce sujet. Alors comme d'habitude, je vais passer sur la page de sondage où vous pourrez nous faire part de tous vos desiderata, nous donner un peu votre impression sur la webconférence, nous indiquer s'il y a des sujets connexes ou d'autres sujets qui n'ont rien à voir et que l'on devrait traiter dans les prochains mois. Vous avez aussi la possibilité de le renseigner. J'ai indiqué les 2-3 prochaines webconférences ou des webconférences qui sont liées que vous pouvez voir en VOD. Et surtout, si vous êtes plusieurs derrière votre ordinateur, vous avez aussi un petit module où vous pouvez nous indiquer combien vous étiez et ensuite on reprendra contact avec vous. C'est pour faire un comptage un peu plus précis de notre côté. Il me reste à remercier à nouveau nos deux intervenants formidables. Merci à vous. Et puis remercier tous nos participants qui étaient très nombreux aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Et je vous ouvre le sondage. Voilà. À vous de jouer.